Beka Nefer à tous les internautes et à tous les suiveurs, les artisans, les apprentis de l'Académie de la culture noire et les pratiquants ou les membres du sanctuaire de Teouti, les pères Ankh M. Teouti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore après les succès Kayi, la dernière émission sur l'art de la matérialisation d'une existence dans l'abondance. Hier, nous avons, avec Sen Ra Neferka Necher, commencé notre, notre expérience, notre voyage, notre chemin, en commençant par les signes de... Hier, nous avons parlé des signes des cerquettes, c'est-à-dire les scorpions de la tradition kémétique. Aujourd'hui, nous faisons un détour et nous allons parler des signes des Kepera et nous allons les faire aujourd'hui sur les plateaux avec Eru Ra Neferef Kanecher et Mout Palamu, Mama Palamu. Aujourd'hui encore, avant de commencer, avant de nous élancer, je passe la parole de bienvenue à notre Sénète Neferef, Ra Neferef Kanecher. Bécanéfer à tous ceux qui nous écoutent. Oui, effectivement, hier, on a parlé de comment se préparer pour sa période d'incarnation. Et c'était une émission qui était très forte et vraiment trop bien pour moi. Et alors aujourd'hui, nous allons nous élancer, nous allons continuer avec tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui. Et j'espère que vous allez vraiment aimer l'émission et à la prochaine. Doua Necher, nous passons la parole à Maman Palamu pour la présentation. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Voilà, moi j'ai écouté l'émission d'hier qui a été faite sur l'anniversaire d'Ayambiku et c'est une émission qui m'a vraiment plu. Et dès que j'ai fini d'écouter la vidéo, l'enregistrement, ben j'ai demandé que ce soit moi en fait qui passe en deuxième, quoi, parce que c'était tellement intéressant et c'est des choses qu'il faut écouter et suivre. Moi, j'ai vraiment aimé. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui passe sur la sellette. Doua Nature, nous allons, en fait, les mois des, ce qu'on appelle les mois des cancers correspondent dans, dans le calendrier kémétique au mois de Keper, comme nous avons dit. Keper appartient à l'élément de l'eau. Keper signifie dans la tradition kémétique la création même. Alors, ces mois et Sitié, ceux qui appartiennent à ces mois sont les personnes qui sont nées entre les 22 juin et les 22 juillet. Ils ont comme planète, parce que quand nous parlons de l'alignement du Makukumatatu, nous parlons de ce qui peut encore être exprimé comme la Trinité. Cette Trinité cosmogonique qui est créée entre l'alignement, qui est créée par l'alignement de la Lune, du Soleil et de la planète Terre. Nous avons ces trois planètes-là. Et donc, aujourd'hui, nous allons directement nous lancer dans les vifs de notre discussion et je vais repasser la parole à Sanette pour les questions, si nous voulons directement commencer. Alors, comme on avait dit hier, donc, on va d'abord identifier la période d'où on veut et aussi établir ce qu'on veut avoir comme objectif pour la période d'incarnation. Donc, il est très important déjà de savoir ce qu'on veut avoir et aussi de savoir les principes dont on a parlé hier. Donc, je pense que ce sera intéressant, encore une fois, de récapituler par rapport aux principes avant même de commencer même à essayer de voir ce dont on a besoin. Parce que si ce qu'on veut obtenir est contre les principes d'incarnation pour tous, alors c'est difficile, bien évidemment, à réaliser ce qu'on veut obtenir. Douane Cher, un très bon point. Les principes de la matérialisation et celui, en fait, c'est une science, c'est une pratique, c'est une culture pour laquelle le Muntu est libre, a le pouvoir de manifester dans sa vie ce dont il a besoin. Pourquoi c'est là? Ce n'est pas de la magie, mais cela sort d'un principe que tous connaissent. Tous connaissent que le Muntu et l'homme a été créé à l'image et ressemblance du Créateur.
Qu'est-ce que cela signifie? Que le Muntu a les mêmes attributs que les créateurs. Comment pouvons-nous calculer ces attributs-là? En fait, quand on voit l'image du créateur, les créateurs créent, comme le dit les textes qui parlent du créateur, l'Ineb Escher, créent à travers une action mentale. L'action mentale est exprimée, par exemple, dans le christianisme à travers les verbes qui disent que ceci soit. On parle du verbe. Mais quand on parle du verbe, ce n'est pas les verbes conjugués, les verbes mangés au présent de l'indicatif, ainsi de suite. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus particulier. Les verbes et le pouvoir. Le pouvoir du verbe, c'est le pouvoir de la création. Le pouvoir de la création fonctionne à travers le pouvoir de la visualisation et donc de l'imagination. Mais pour que ces pouvoirs puissent être actifs, il faut que le Muntu puisse vivre en accord avec les lois, les 11 lois de l'esprit. Les 11 lois de l'esprit sont situées à l'intérieur du complexe système de la Ma'at. On doit être en balance avec la Ma'at. Un des principes fondamentaux, c'est celui de toujours être en paix avec soi. La question d'être en paix avec soi va à contraposition avec les émotions. Pourquoi? Parce que nous avons été appris pendant très longtemps, trop longtemps, que nous sommes nos émotions. Nous nous mesurons ou nous identifions à travers nos émotions. Or, l'émotion, comme nous allons le voir ici, tout comme les DNA, représente des éléments, ce qui nous ôte notre divinité. Qu'est-ce que cela veut dire, la divinité? La divinité signifie le pouvoir d'agir comme le Créateur. Pourquoi le Muntu doit agir comme le Créateur? Mais puisqu'il est dit dès le départ que le Muntu a été créé à l'image et ressemblance du Créateur. On ne peut pas voir quelque chose qui ressemble à une voiture et qui casse des pierres. Quand ça casse des pierres, c'est un marteau. Quand ça ressemble à une voiture, eh bien, ça doit rouler. C'est le principe de l'essence. Le Muntu ayant été créé à l'image du Créateur, on voit très mal le Créateur en train de souffrir dans la vie. On voit très mal le Créateur en train de faire l'impôt pour débarquer les linéaires, comme on dit avec les jobs. Les travails, les jobs. Job en anglais signifie just over break, c'est-à-dire juste pour survivre. On voit très mal les créateurs en train de survivre. On voit très mal les créateurs en train de vivre dans les malheurs. Alors, la question de pourquoi aujourd'hui le Muntu, il est plongé, l'homme, il est plongé dans les malheurs, l'humanité est plongée dans les désordres, se trouve au principe même. Parce que le Muntu, pour créer, le Muntu, pour vivre dans la plénitude, doit agir à travers un pouvoir. Et c'est la démarche pour avoir ces pouvoirs et l'utilisation de ces pouvoirs qui nous amène aujourd'hui à la célébration, disons, à ce que nous appelons communément anniversaire. L'anniversaire, c'est quoi? L'anniversaire, c'est on peut l'appeler ici une trinité. Chaque Muntu, chaque homme, chaque femme a une trinité. Cette trinité, elle est temporelle. La trinité temporelle correspond à la période de l'incubation de l'énergie qui gravite autour de cette personne. Cette incubation nécessite un travail très important de sémination. C'est seulement quand on a séminé qu'on va récolter, comme je disais l'autre fois avec l'exemple de la fourmi et la cigale. La fourmi a cultivé, il a séminé et par conséquent, on a une récolte. Ceci est une démarche qui nous laisse, qui nous sort de la médiocrité, de la pauvreté. Pourquoi? Parce que même dans l'agriculture, quand on a planté, quand on a séminé, les gros effets, on entend que la récolte. Et quand la récolte arrive, généralement, quand on a cultivé, on récolte toujours au moins 1000 fois ce qu'on a séminé. On sémine 10, 50 graines de maïs et on récolte des millions de graines de maïs. Quand on sait comment fonctionnent les principes d'agriculture. Maintenant, les mêmes fonctionnent au niveau de l'homme. Quand l'homme sait comment séminer, de quelle manière séminer, il sémine 50 graines et il raconte des milliers. Voici l'abondance dont généralement on ne sait pas trop bien définir dans les mondes. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui dans la période du cancer.
Et nous parlons du période, nous ne sommes pas dans la période du cancer, nous parlons du période du cancer qui est dans la tradition kémétique, le Keper. Le Keper, c'est exactement comme le Keper a dit, c'est l'énergie de la création. C'est une phase de création, une des phases les plus importantes. Et cette phase commence du 22 juin au 22 juillet. Alors, rapidement, je voulais dire, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont nés en Keper? Quand on est né en Keper, son année commence dans la période de Keper. Ce n'est pas important si on est né le 21 juin ou les 27 juin, plutôt, tous ceux qui sont nés dans cet intervalle-là sont sanctionnés par cette énergie, sont investis de ces pouvoirs, les pouvoirs des Keper, les pouvoirs de la création. Alors, comme je l'ai expliqué la fois dernière, comment ça commence? Ça commence qu'avant cette période-là, quand on arrive autour du 19 juin, déjà, on doit écrire, on doit prendre le temps d'écrire, de faire un projet, un projet de ce que l'on veut accomplir pendant le cycle de toute une année. Toute une année commence dans ce cycle qui commence entre le 22 juin au 22 juillet jusqu'à l'année prochaine. Le 22 juin au 22 juillet, c'est la sémination. C'est quand nous devons séminer. Et comme pour séminer, on prépare les outils de la sémination. Les outils de la sémination, dans notre cas, c'est notre bic, notre stylo, un peu de calme autour de nous. Et nous devons projeter avec beaucoup de clarté. Et là, nous allons faire le sujet de notre développement. On projette avec beaucoup de clarté tous ces plans. Et quand on rentre dans la phase de la sémination, j'ai indiqué une pratique très simple. Chaque jour, et là, je vais essayer de réexpliquer ces principes-là. Quand nous allons dormir généralement, il est important, spécialement durant cette phase, d'aller toujours dormir avant minuit. Parce que quand on dort avant minuit, le corps, le mental du Muntu, de l'homme, a besoin exactement de 3 à 4 heures pour se recharger. C'est comme les vieilles chargeurs de téléphone qu'on avait il y a 10 à 15 ans. C'est-à-dire, quand le téléphone était déchargé, il y avait une lampe rouge qui s'allumait. On a attaché le téléphone au chargeur. Et puis, quand les téléphones étaient pleins, il y avait la lumière verte qui s'allumait. Alors, c'est un principe neuronal. Quand nous sommes très fatigués, quand nous allons dormir sous les signes rouges. Et notre corps a généralement besoin de 4 à 5 heures pour se recharger. C'est-à-dire, généralement, si on allait dormir à 23 heures, on en sort à 3 heures. Quand on allait dormir à minuit, on en sort à 4 heures. Quand on arrive entre l'intervalle entre 3 heures et 5 heures, qu'est-ce qui se passe? Nous ouvrons les yeux automatiquement. Généralement, l'ésotérisme appelle ça l'appel. Généralement, pour ceux qui ont une bonne vie, ils sont en bonne santé, entre 3 heures et 5 heures du matin, vos batteries sont pleines, vous ouvrez les yeux. Et puis, vous pouvez continuer à dormir. Certains font une petite tourne un peu dans la maison, puis ils rentrent au lit. C'est en ces moments-là que quand vos énergies sont pleines, maintenant que vous devez sortir les papiers que vous avez écrits, OK, et commencer à lire, à relire. Vous devez relire non-verbalement, graphiquement. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Vous ne devez pas lire les mots, vous devez visualiser ce dont vous avez fait. Vous devez être en mesure de visualiser vos projets. Et vous les faites entre les 22 juin au 22 juillet. Une fois que cela a été bien fait, en fait, maintenant, on laisse le tout commencer à grandir tout seul. L'univers se prend charge de vous quand vous avez fait cette phase-là. C'est l'univers qui va transformer cette énergie et va faire que cette énergie se manifeste dans votre vie aussi longtemps que vous vivez selon les lois de la masse. Doua Netcher, je passe la parole à notre maman. Je passe la parole à maman Palam pour des questions si on veut aller en profondeur sur ce sujet. Oui, donc là, si j'ai bien suivi, pour une personne qui est cancer, à partir du 19 juin, il doit déjà commencer à planifier ce qu'il doit faire pour toute une année. Exactement. Et donc, à partir du 22 juin, là, on commence à séminer, donc prendre tout ce qu'on a écrit, essayer maintenant de faire des projections avec une bonne visualisation de ce qu'on a écrit. Relire son papier, pas à haute voix, mais en visualisant, jusqu'au 22 juillet. Exactement. Et après ça, on reste dans l'attente ou on reste en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire après? Comme tout agriculteur, une fois qu'on a séminé,
on pense plus à cela. On sait que maintenant la terre va s'occuper de grandir la sémence. Voilà. Mais cependant, des fois, on est amené à arroser les Mhm. champs, arroser les jardins ou ce qu'on a fait. Comment cet arrosage s'est fait? Cet arrosage ici s'est fait à travers un maintien d'un équilibre mental. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons maintenir en très bonne qualité notre énergie vitale. Notre énergie vitale est détruite par les émotivités. Comme je le répète encore, il n'existe pas des émotions positives. Toutes les émotions sont négatives. Alors, l'opposé du bonheur, ce n'est pas les malheurs. Le malheur est malheur. Il peut être trompeur et sans ressembler à un bonheur. C'est comme aujourd'hui, quand vous achetez une belle voiture. Après, elle n'est plus bonne. Elle ne vous plaît pas. Elle ne vous peut plus. On est toujours dans l'émotivité négative. Il faut être dans ce qu'on appelle le contentement. Le contentement ne signifie pas vouloir moins. Le contentement signifie apprécier. En première lieu, la plus grande valeur qu'on a en nous, c'est sa paix intérieure. C'est pourquoi la paix intérieure, vivre en cultivant la paix intérieure, signifie arroser son champ. Vivre avec la paix intérieure nous apporte à reconnaître une place aux autres à l'intérieur de nous-mêmes. Premier principe, le principe d'Aosar. Vivre n'est pas comment, il y a cette expression, les personnes sont habituées, ont été habituées à travers les religions à s'auto-punir. La punition, Ouais. j'en ai déjà parlé, n'est pas une bonne chose. Et Ouais. généralement, dans le langage, on parle des sacrifices. On va faire des sacrifices. Non, on fait des dons. Quand on fait des sacrifices, on est en train de générer de l'émotivité négative. Parce que qui dit sacrifice dit souffrance. La souffrance génère une émotion négative, ou les émotions généralement. Ces émotions-là vont aller détruire notre énergie de vie. Notre énergie de vie, c'est cette énergie-là que nous pouvons comparer à de l'eau qui va aller nourrir ce que nous avons cultivé. Et donc, pour nourrir bien ce que nous avons cultivé, nous devons faire en sorte que notre énergie vitale soit toujours au maximum. Et comment nous le faisons? Un principe très simple. Nous devons rester en paix. Maintenant, sur la ligne, nous avons sur une même ligne, nous avons la paix et la joie. Beaucoup pensent que la joie, c'est les résultats. La joie, c'est jouir des résultats des choses qu'on a obtenues. Non, la joie, c'est une essence. Comme le kérosène, il est très subtil et nous en avons besoin. On a besoin du kérosène à l'avion avant le décollage ou après l'atterrissage. Non, on a besoin du kérosène avant l'atterrissage. Et la joie dans le cœur, on a besoin avant de commencer à faire ce que nous voulons faire. Sans la joie dans le cœur, on ne peut rien obtenir. Nous devons savoir où nous sommes en train d'aller. Nous devons marcher dans le futur mentalement. C'est ça la science, marcher dans le futur. Savoir projeter, créer un cheminement mental où nous voulons aller avant d'y aller. De la même manière que tout pilote, avant de faire son vol, trace son plan de voyage. Il doit tracer son plan de voyage. Quand vous rentrez dans votre voiture, vous savez où est-ce que vous êtes en train d'aller. Vous ne pouvez à aucune manière rentrer dans votre voiture sans savoir où vous allez. Parce que vous ne serez même pas sorti de la parcelle. Et par conséquent, vous ne rentrez même pas dans la voiture. Et cela s'applique à tout. Si nous sommes en mesure de sortir de notre maison, aller quelque part en voiture et y retourner, parce que nous avons une projetation mentale de là où nous sommes en train d'aller. Et dans notre vie, quand nous n'avons pas une projetation mentale de où nous sommes en train d'aller, eh bien, nous n'irons nulle part. Ouais, on va se perdre. De l'énergie. Ouais, c'est vrai ça. Je me vois un jour, je sors pour aller au foot et puis il fallait prendre la sortie, l'entrée de l'autoroute. Eh ben, je suis passée et puis je continuais à aller. Et puis je dis, ah, mais où est-ce qu'on va? On devrait normalement aller au foot. Donc, je pense qu'il nous arrive souvent, comme on ne sait pas comment il faut faire, comme on ne sait pas non plus qu'il faut avoir besoin du kérosène avant de commencer à marcher sur le futur de ces projets. Donc, je pense qu'on sort comme ça et puis voilà, c'est là où il faut aller, mais on ne sait pas et puis on passe, quoi. Mais ça serait mieux, par exemple, que tu puisses nous montrer comment cette joie-là, on peut l'utiliser avant.
Oui, ce que tu dis est tellement bien, mais concrètement, c'est des choses que je ne vois pas, je visualise pas. Très simple. C'est une chose que tout le monde fait chaque jour. Chaque jour. OK? Je donne un Ouais. exemple. Quand on vous a parlé de votre mariage, quand vous Mhm, n'étiez pas encore en train de marier, mais que vous mhm, préparez de vous marier, vous étiez dans la joie. mhm. La joie que vous allez vous marier. Cette joie-là que vous allez vous marier, quand vous regardez par rapport au passé, vous allez vous rendre compte que vous l'avez vécu mieux pendant la période de la préparation qu'actuellement durant les jours du mariage. Ouais. C'est ce qui a rendu possible cela. C'est un mécanisme automatique. Mais comme nous sommes des esclaves, comme nous sommes des exploités, Mhm. on a limité cette faculté de manière que nous ne savons pas sortir de la prison. Et je le répète encore ici, nous vivons dans une prison à porte ouverte. Et nos émotions et notre DNA sont les portes, les limites de notre capacité à voir au-delà. Comment cela s'est fait de manière très pratique? Je vais donner un exemple pour être beaucoup très précis. Par exemple, admettons que je vais m'acheter une nouvelle maison. Je vais attirer l'abondance. Je vais utiliser, pas attirer, je vais utiliser les énergies de l'existence pour manifester dans ma vie une nouvelle maison, une grande maison. Comment je vais faire cela? Très simple. Je dois passer à travers la visualisation. Mais comment je le fais? Il faut utiliser la joie comme le carburant pour arriver à ce que nous voulons obtenir. Comment je le fais? Très simple. Alors, où on a une visualisation puissante et on commence l'acte que font les enfants, par exemple, c'est lui de l'imaginer, de visualiser soi-même en train de marcher dans cette maison. On doit être en mesure. Et ici, le point graphique est très important. On ne peut pas désirer des choses dont on n'a pas une idée graphique bien précise. Ça ne fonctionne pas. Il faut que Mhm. l'image graphique soit tellement nitide, tellement puissante qu'elle ressemble à une réalité parallèle. Par exemple, une image, par exemple, je veux une maison, je vais en premier lieu décider c'est quel genre de maison je veux. Je vais aller dans les journaux ou des publications de maisons ou dans une agence où on voit les maisons, aller voir si je trouve la maison que c'est que moi je veux vraiment. Et si c'est possible, je vais même organiser une visite dans cette maison, juste pour avoir des idées, une photographie bien précise. Mhm. Il y a quelques années, on organisait avec les cours, avec les enfants, ce qu'on appelle la boîte de l'imagination. La boîte de l'imagination était une petite boîte. Généralement, on prenait la boîte de la chaussure. On allait faire du découpage de toutes les images que nous, on aimerait attirer dans notre existence. Maintenant, une Ouais. fois que cela fait, on peut rentrer maintenant dans la phase où on est en train de marcher dans le futur. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant ma visualisation, je vais faire en sorte que cette nécessité de la joie. C'est comme si je suis en train de voir, j'ai déjà obtenu cela. C'est comme si mentalement, et nous sommes en train de créer une connexion mentale, je dois être en mesure de visualiser les résultats. Visualiser les résultats, c'est marcher dans le futur. Et du point de vue mental, cela va créer, susciter une forme d'excitation, une forme de joie. Ces joies-là, Mhm. c'est cette énergie-là qui va renforcer notre énergie vitale. Et l'énergie vitale va maintenant, lui, sortir du monde mental, rentrer dans le monde physique et aller maintenant faire grandir ce que nous sommes en train de visualiser. Alors, cette joie-là peut être créée de deux manières. D'une manière assez automatique, c'est à travers la visualisation. Une deuxième pratique pour visualiser cela, ceci se réfère spécialement, par exemple, pendant la période de la préparation de la sémination, c'est utiliser une forme de respiration qu'on appelle l'état trakan. L'état trakan, c'est une forme de respiration durant laquelle il y a contraction du périnée. C'est-à-dire, je suis là, j'imagine ce que je vais réaliser, j'imagine ce que je visualise, ce que je vais. Pendant la visualisation, je respire, mais je fais des inspirations. L'état trakan, c'est comme si quand on veut faire, c'est quand on veut uriner et que maintenant on doit retenir les urines. Donc,
quand on retire l'utérine, il y a contraction du périnée. La contraction du périnée crée une forte excitement au niveau des reins. Cette énergie-là, qui se concentre au niveau des reins, va remonter au niveau de la colonne vertébrale. Pendant que l'on fait, on va sentir une forme de chaleur remonter le long de la colonne vertébrale et arriver jusqu'à la tête. Alors, cette technique-là va rendre l'image beaucoup plus nitide, très, très nitide. Et quand on a fait ça, on a nourri notre énergie vitale. Et l'énergie vitale, lui, va, comme dans une machine photographique, va fixer. C'est comme quand, avec les vieilles machines photographiques, on met des batteries, on met la pellicule, on fixe l'objectif, on appuie sur les boutons. Les énergies, la batterie est représentée par l'énergie fait avec la contraction du périnée, l'image et la visualisation. OK? Maintenant, quand on a appuyé, en fait, c'est quand on a relâché cette énergie qui monte à travers notre tête. Quand il monte au niveau de la tête, il va trouver l'image. Et cette image doit être nitide, pas floue. Et il va la photographier. Et visuellement, quand on a fait cela avec machine photographique, on va développer la photo et la photo va sortir très claire. Les mêmes principes, une fois qu'on a créé cela, cette image-là a été créée. Il existe. Il doit être nourri. Et selon la pratique, bien entendu, si vous le faites la première année, c'est que vous voulez réaliser dans votre vie peut arriver peut-être dans une année. Mais si vous continuez à les faire de manière constante, vous allez développer cette habilité au point de ressembler à un magicien devant les autres. C'est-à-dire, vous désirez quelque chose, vous travaillez sur ça pendant votre période de dissémination. En fait, juste après, pour ceux qui sont du cancer, comme vous l'avez fait ça entre les 22 juin et les 22 juillet, arrivé au mois de septembre, vous avez déjà obtenu ce que vous avez. Les autres qui ne connaissent pas cela vont vous traiter de sorciers, vont vous traiter de tout ce que vous comprenez. Mais c'est la connaissance, l'art de la connaissance. La souffrance, c'est l'ignorance. La connaissance, c'est l'abondance. D'accord. Là, je viens de saisir quelque chose. Donc, l'image doit déjà être au niveau du cerveau. Et quand l'énergie qui remonte, il le retrouve au niveau du cerveau, c'est là qu'il le photographie. Oui. D'accord. Très exactement. Je ne l'avais pas. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on visualise, puis on attend l'énergie qui va remonter, ou d'abord, on a l'énergie qui remonte et on visualise. On commence par la visualisation. Oui. OK. Donc, on commence par visualiser d'abord tout, et ensuite, son énergie, quand il vient, on va être conscient de ça ou pas conscient? Dans un premier temps, on n'est pas conscient de ça. Par après, quand on développe, c'est là qu'on pratique cela régulièrement et on va devenir très conscient de ça et on pourra même être en mesure de savoir quand est-ce que cette chose va commencer à se manifester. Tout ce qui existe n'est que de l'énergie. La matière physique n'existe pas. Tout ce que vous avez devant vous est une forme assumée par l'énergie. Et l'énergie est libre. L'énergie est libre. Heureusement, encore aujourd'hui, personne ne paye pour l'énergie. Elle est libre. Admettons, imaginons dans quel monde nous serions si chacun de nous est à même de créer ce dont il a besoin avec son énergie qu'il n'achetait pas. C'est ça l'objectif de la science. L'objectif de cette réalité, cette science, c'est la libération de l'homme. Devenir libre. Devenir complètement libre de ce qui nous maintient dans la médiocrité. Et nous pouvons atteindre, nous pouvons réaliser cela. OK. Et là, tout à l'heure, j'ai entendu, tu as parlé de deux choses et là, j'aimerais revenir dessus. Les émotions et notre ADN sont les peurs de nos limites. Comment tu expliques ça? Parce que ça, tu as vite parlé et puis tu es passé. Reviens un peu. Alors, en premier lieu, commençons par les émotions. Ouais, les émotions. Quelles sont les émotions? Étudions les mots. Dans les émotions, nous avons emotion. Ça signifie, motion signifie mouvement. Les émotions, c'est ce qui met en mouvement. C'est-à-dire un point de départ, un moment de départ. Quand on est né, l'homme est créé à l'image du Créateur. Mais il naît comme un animal. Quand vous voyez les maîtres de mon intime dire les animaux humains, il n'a pas complètement tort. Quand on est né, on est un animal. Et quand le mon intime dit animal humain, il veut tout simplement dire des gens qui n'ont pas évolué. C'est-à-dire entre 0 et 7 ans,
On est soumis à la prise du pouvoir de l'animal en nous. Pourquoi? Parce que telle est la nature de la création. Nous devons grandir. Mais cependant, quand on est en train de grandir, l'enfant doit être restreint. C'est-à-dire, on apprend à un enfant à se limiter. Joue, mais pas trop. Tu peux faire ça de tel âge à tel âge. Parce que si vous ne mettez pas de limite à votre enfant, eh bien, vous allez vous retrouver avec un enfant qui fait pipi sur le lit, sur les fauteuils, tout en étant debout. OK? Alors, c'est pourquoi l'animal va être limité. Mais l'animal a quelque chose d'important à lui. Il a la capacité d'adaptation. La faculté d'adaptation est ce qui permet à l'enfant d'apprendre. Mais avec la seule condition que l'enfant doit être limité. Il doit être circonscrit. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant s'approche de 7 à 8 ans, l'animal doit commencer à occuper de moins d'espace en lui pour laisser place à la raison. Arrivé entre 7 à 8 ans, ou encore on peut s'élargir jusqu'à 9 ans, dans certains cas, l'enfant sort de l'enfance. Ça signifie quoi sortir de l'enfance? Sortir de l'émotionnalité pour avoir la raison. Quand on a développé la raison, l'émotion n'est plus utile. Ce n'est pas qu'elle disparaît. L'émotion ne disparaît pas. Il reste comme sous l'image du tentateur. C'est lui qui vous tente. Cette voix qui vous dit, ah, ne t'en fous pas de ce que ses parents t'ont dit ça, t'en fous-toi complètement. Ça, c'est l'animal. Et l'animal joue toujours à travers l'émotionnalité. Quand l'animal n'a pas été restreint, OK, et qu'arrivé à l'âge de 7 à 9 ans, OK, on n'a pas développé la raison, vu que l'animal n'est pas assez grand pour occuper tout l'espace, parce que du point de vue des dimensions, la raison est beaucoup plus vaste que l'animal, les émotions. Alors, vu que la personne qui, lui, a dépassé l'âge de 9 ans, sans avoir développé la raison, et qu'il est complètement sous le contrôle des émotions, pour que les émotions puissent combler tout l'espace qui aurait dû être occupé par la raison, l'enfant va développer un alter, c'est-à-dire l'ego. L'ego, c'est le compagnon de l'émotivité. C'est pourquoi les personnes qui sont très émotives, ils ont beaucoup d'ego. Parce que c'est ce qui permet de compléter la raison. Maintenant, quand on a manqué les passages de l'émotion à la raison, eh bien, on va aussi manquer les passages de la raison à la conscience. Parce que quand on arrive à 14 ans, l'enfant, la personne devenue adulte, commence à développer la conscience, à être conscient des choses. Okay. Maintenant, quand il n'a pas fait les premiers passages, en fait, arrivé au deuxième passage, il y a un autre problème. L'animal est toujours présent, OK? Et il doit combler l'espace qui devrait être occupé par la conscience, par un ego démesuré. OK. Alors, les émotions sont importantes des 0 à 7 ans, elles ne sont pas négatives. Mais quand on arrive, ils sont notre ami. C'est comme quand on rentre une clé dans la voiture pour la démarrer, on tourne la clé et puis une fois que la voiture a démarré, on laisse tomber la clé. Maintenant, imaginez une voiture qu'on a démarrée puis on continue encore à toujours tourner la clé. On aura un problème. La boîte de démarrage va sauter et on va compromettre toute la fonctionnalité de la voiture. Et ce qui se passe avec les émotions compromettent la personnalité. Les émotions font en sorte que la raison ne fonctionne pas. Vous allez voir quelqu'un qui a peur. De quoi il ne sait pas? C'est parce qu'il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison, c'est pourquoi il a peur. De quoi tu peurs? Je ne sais pas. Pourquoi tu te fâches? On a dit qu'on m'a traité des noirs. Ben, c'est un mot. Pourquoi tu te fâches? En fait, parce qu'il n'y a pas de raison. Il a dans l'émotion. Et vu que l'émotion peut être dérouté, il peut être télécommandé, il suffit que quelqu'un dise que ces mots-là, quand tu les dis, tu dois te fâcher, eh bien, tu te fâches, mais sans aucune raison. Et après, on arrive au niveau de la conscience. Et c'est ça, les émotions dénaturent notre force vitale. Quand on vit dans l'émotivité, notre force vitale est tellement sombre qu'il ressemble à de l'eau contaminée avec lesquelles on ne peut pas arroser un champ. Et quand nous vivons dans l'émotionnalité spécialement, et même quand on a passé une période de sémination très, très, très bien fait, vous voyez, vous pouvez avoir séminé sur de la terre très fertile, mais si vous jetez du poison sur cette terre, rien n'est pas poussé. Et ça,
Alors, pour ce qui est, par exemple, de l'ADN, Mhm. nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des consciences divines. Pour pouvoir, Mhm. qui dit conscience divine, dit que normalement, nous sommes en contact, nous sommes en mesure de voir notre réalité, d'observer notre réalité. Et quand nous sommes rentrés dans un état de prison, de mise en prison, parce que nous devons réaliser, nous devons savoir que ce qui se passe sur le plan physique se passe d'abord sur le plan invisible. Si nous sommes en prison, si l'humanité est en prison sur le plan physique, c'est parce qu'il est d'abord sur le plan mental. Et sur le plan mental, cet emprisonnement est représenté par l'ADN. L'ADN, c'est ce qui nous permet Communiquer. de, pas seulement de communiquer. Au principe, l'ADN, c'est ce qui nous permet d'interpréter les mondes, de créer les mondes autour de nous. Oui, C'est comme une fréquence de, ouais, c'est comme une fréquence de réception. Alors, cette fréquence de oui. réception, c'est une fréquence faible. Imaginez un moment, c'est comme si dans votre maison, vous avez un computer. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez des petits-enfants, vous voulez pas que les enfants aillent sur certains sites, par exemple. Alors, c'est qu'on vous bloquez les computers. Vous bloquez ceci, vous bloquez cela, vous bloquez cela, jusqu'au point où les enfants avec le computer ne peuvent que voir des dessins animés, rien d'autre. Mhm. Okay? Il n'est pas pour les Ouais. enfants, ces computers-là, pour les enfants, dans sa tête, l'Internet, c'est pour voir le computer, parce que c'est tout ce qu'il a toujours vu. Quand tu dis, Ouais. non, on peut voir des films, on peut même jouer à un jeu, il te regarde et me dit de quoi tu parles, t'es malade ou quoi? Avec ça, tu vois des fois seulement des dessins animés, et ça, c'est l'humanité, et ça, c'est le DRN. Les ADN, c'est ce qui bloque l'humanité et fait que nous pouvons seulement observer. Nous devons réaliser que notre monde, okay, l'œil humain Ouais. ne peut voir que la lumière blanche. Ouais. La lumière blanche, c'est les 0,005% de ce qui est observable réellement. OK, non? Ouais. Ouais. 0,05%. De ces 0,0005%, l'œil humain qui ne voit que la lumière blanche, cette lumière blanche est représentée par un ultérieur 0,005%. L'être humain, du point de vue physique, avec les 5 sens, est un aveugle. Ouais. Il ne voit rien. C'est comme un cheval avec qui on met des pare-yeux. Il ne peut voir que là où on lui montre la direction. C'est Mhm. ça, et c'est ce qui justifie la pauvreté, l'arrogance, l'ignorance, avec toutes les connaissances qui déciment l'humanité aujourd'hui. Quelque chose de très important là, mais je crois que je vais essayer d'aller chercher cette information. Donc, si avec toute l'explication, on voit que la plupart d'entre nous, on reste au niveau de l'émotivité. Et l'émotivité qui, euh, qui façonne en fait, ce qui va être ce qui se transmet au niveau de notre ADN. Et donc, quand nous allons percevoir notre réalité, nous allons donc percevoir une réalité qui est empreinte en fait d'émotions, quoi. Absolument, absolument. Et l'émotion, si on veut bien définir, fonctionne par est quelque chose qui n'existe pas au niveau de la conscience. La conscience n'est pas émotive, la conscience est consciente. Les Oui, émotions existent au niveau du mental. Et le mental que nous utilisons, ce n'est pas un mental humain. C'est un mental hybride. C'est une chaîne au cou. C'est ce qui fait que nous ne soyons pas conscients de la réalité. Et cette oui, illusion est entretenue par le jeu des gouvernements et des religions. oui. Voilà. OK. Maintenant, pour ce qui est, par exemple, des signes des cancers, Mhm. est-ce que, de par la composition de son incarnation, il y a des énergies qui interagissent un peu plus avec ses émotions ou c'est quelque chose qui dépend de comment la personne a été domestiquée selon son endroit? Chaque cancer réagirait peut-être d'une manière ou d'une autre ou Il faut selon leur voir façon. l'être humain comme un computer qui décode des informations. Et ces computers, exactement comme tout computer,
est différent d'un autre. Alors, la chose la plus importante, c'est les cerveaux à ces points-là. Les cerveaux, il est divisé, disons aujourd'hui, à 4 secteurs parce qu'il y a un quatrième secteur qui est né. Alors, ces 4 secteurs sont divisés en 2 hémisphères, c'est-à-dire nous avons l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. De ces 2 hémisphères, nous avons les premiers cerveaux qui sont les cerveaux reptiliens. Les cerveaux reptiliens se trouvent à la base de la colonne vertébrale. Et c'est un cerveau où nous avons les instincts primaires. Les instincts primaires sont les émotions. Les reptiles. OK? On agit comme les reptiles. C'est quoi les reptiles? Les reptiles, c'est la survie et la reproduction. Regardez autour de vous, vous allez voir, vous avez plein de reptiliens. Des gens qui sont très égoïstes pour eux. Et une fois qu'ils ont garanti la nourriture, les biens matériels, ils ne pensent qu'à une chose, la reproduction, les sexes. Vous pouvez voir autour de vous, vous pouvez regarder autour de vous pour voir le nombre de pervers qu'il y a autour de soi. OK? Et là, fait voir les gens qui fonctionnent avec les cerveaux, les premiers niveaux du cerveau, tout simplement. Ça signifie quoi? Ça signifie l'énergie de la conscience ne va pas plus haut. Ouais. Mais à ces points-là, nous avons des hémisphères du cerveau reptilien. Nous avons un hémisphère droite et un hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, il est contrassigné par une complète empathie. Les besoins de la guerre. De prendre ce que l'on veut avec la force. Détruire les autres complètement. Le cerveau droit, par contre, le cerveau reptilien, là, nous avons un reptilien qui est très doux, c'est-à-dire qui est très hypocrite, très calculateur, mais il n'est pas courageux. Il tourne derrière les dos des autres. Ils attaquent par le dos et il n'est jamais vu. Et puis, nous avons un deuxième niveau, c'est nous avons les cerveaux mammifères, limbiques. Okay. Au niveau du mammifère, en ces moments-là, nous avons les émotions. Très émotives. Et là, nous avons aussi la division des deux côtés. Mais c'est un sujet de confusion. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous avons ce que nous appelons, on parle des émotions positives. Mais nous avons dit que les émotions positives n'existaient pas. Les émotions positives ou négatives, tous appartiennent à la sphère gauche du cerveau limbique. La sphère droite du cerveau limbique, on a affaire avec l'empathie. L'empathie, on sait reconnaître les autres. On sait vivre avec les autres, on a les besoins de vivre en communauté. Pendant que de la partie gauche, on est les individualistes, qu'on fait le capitalisme. C'est-à-dire, nous pouvons appeler cette partie-là, par exemple, les régimes capitalistes, c'est tout fait pour soi. Okay? Et de l'autre côté, nous avons le communisme ou le socialisme, où on a tendance, on vit ensemble, mais on est toujours enfermé dans la matière. Et puis, on arrive au troisième cerveau qu'on appelle le lobe frontal. Le lobe frontal, lui, n'est pas divisé en gauche à droite, mais il est fait en superposition. C'est-à-dire, la partie gauche se trouve en bas, la partie droite se trouve au-dessus. Dans la partie gauche du lobe frontal, on a ce qu'on appelle une raison très poussée, une raison très intellectuelle. Et là, nous pousse vers l'industrialisation, les désirs de vouloir exceller. Mais comme on est toujours dans une forme de division, on veut toujours exceller contre les autres. Et quand on passe au niveau supérieur, c'est-à-dire les frontales, mais qui est droite, là maintenant, on rentre dans la recherche de la paix intérieure. On veut découvrir ce que l'on est. Et cette recherche-là nous porte maintenant à arriver au quatrième niveau du cerveau, qui est à peine rentré en activité, à peine autour de 2012, représenté par ce que nous appelons la glande pinéale. Et je vais passer la parole à Yayambi. La question que moi j'allais poser, c'est que est-ce que c'est vraiment important qu'une personne se comporte selon son signe, ou la personne doit se comporter d'une manière particulière aussi? L'influence des signes, quand on est porté à se comporter comme les signes a des marques sur nous. Okay? C'est-à-dire, c'est comme des instruments entre nos mains. Cependant, ces instruments doivent être raffinés parce qu'ils peuvent être dangereux. Qu'est-ce que les signes nous disent? Les signes nous disent seulement que telle personne a à disposition telle énergie. Cette personne a à disposition tel instrument. Ces instruments qui sont mal interprété pour dire, par exemple, quand on dit les taureaux sont têtus.
On a transformé cet attribut en émotion. Il n'écoutait pas. Non, non. Le taureau, ça signifie il est déterminé. Et cette détermination, ce n'est pas une émotion, c'est une caractéristique que l'on doit savoir utiliser. C'est comme un fer qui est très fort, qui ne se courbe pas, c'est une qualité. Alors, là maintenant, il y a une lecture généralement très erronée de ce qu'on appelle les signes. On dit non, ceux qui sont nés, ils sont faibles, l'autre sont timides. Ça, c'est une lecture qui confère au niveau bas du niveau mammiférien, du cerveau. Parce que c'est une lecture qui a été faite avec les études de la civilisation occidentale, la civilisation occidentale est une jeune civilisation. Donc, il comprend avec les choses de manière très jeune. Donc, ce ne sont complètement pas des limites, mais ils deviennent les limites quand ils sont compris d'une manière très bas. Les caractéristiques sont des qualités, sont des armes, sont des attributs. Une personne, par exemple, dites un taureau qui est têtu, qui se bat contre tout le monde, ça signifie c'est une personne qui n'a pas été éduquée. C'est une personne qui n'a pas été éduquée, c'est une personne qui ne sait pas utiliser ce dont il a en lui. C'est comme un militaire qui ne sait pas utiliser son arme et généralement, il va se faire mal tout seul. C'est là ce qu'on appelle les aspects négatifs des signes. Les signes, comme je le répète, sont seulement des attributs, comme les attributs du Neb Hercher, comme les attributs du créateur. Les Muntu a des attributs qui sont incorporés dans son signe qui lui permettent d'exceller dans la vie de tous les jours. D'où Nature. OK. Et alors ici, dans le signe qui concerne le cancer, quelles sont les forces ou qu'est-ce qu'on peut appeler faiblesse chez le cancer? Pour ça, je vais laisser à Yambik ou la faiblesse chez les cancers. Et qu'en faire pour la question? Et alors, c'est un peu la première chose à savoir, comme on a dit avant, c'est que les signes, ça dépend par rapport à la personne et par rapport à l'incarnation. Et alors, la première chose que j'avais dit aussi, qu'on avait commencé hier, c'est qu'on avait fait, c'est regarder les cancers, ils peuvent être incarnés sous qui? Donc, alors là, on peut voir, par exemple, en premier, que le cancer, quand on compte pour regarder ou la période de conception, on voit que les cancers peuvent être conçus entre la période qui est entre les balances et les scorpions. Donc, ils peuvent être conçus chez les scorpions, comme ils peuvent être conçus chez la balance. Donc, la personne peut avoir soit les attributs qu'on peut trouver chez le cancer, mais la personne peut aussi avoir des attributs qu'on peut trouver, par exemple, dans les autres signes aussi qui sont proches. OK. Oui, donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir en tout ça. Alors, la première, je pense, caractéristique de cancer que j'ai rencontrée et que j'ai remarqué personnellement, c'est le fait qu'ils sont des personnes qui sont très bien organisées, je dirais. Ce sont des personnes qui sont très bien organisées et ils travaillent de manière concrète. Donc, ils travaillent avec le cœur, mais ils travaillent d'une manière qui est organisée. Donc, pour créer une chose, ils doivent comprendre ce qu'ils sont en train de faire, comprendre le chemin. Alors, ils font par étape. Donc, ce qui est un peu différent, par exemple, à moi, comme je suis née dans l'incarnation de Scorpion, et moi, au fait, je m'excite par rapport à la nouveauté. Donc, j'aime ce qui est nouveau et puis je me lance à l'intérieur et je travaille avec, comme on dit, je travaille avec ce que je découvre. Donc, j'aime la découverte et j'aime aussi la créativité et voilà. Donc, déjà, l'autre chose, c'est que les cancers, ils ont comme élément l'eau et puis il y a aussi le scarabée. Donc, le scarabée, on a le scarabée et puis on a un symbole de la vie. Donc, c'est un symbole qui représente la vie et parce qu'on a le mélange entre l'eau, on a aussi le mélange entre la terre avec ça en même temps. Alors, les cancers sont des très bons amis, bien sûr, parce qu'ils s'occupent très bien des personnes avec qui ils sont. Et encore une fois, là, ça dépend plus ou moins de la personne et ça dépend aussi de comment la personne a été élevée, par exemple. Alors, donc, pour continuer, alors les cancers sont des personnes qui, d'une manière, ils sont un peu effrayés par ce qu'on appelle un challenge, ce qu'on peut dire une situation différente. Comparé à d'autres signes. Donc, quand ils ont une situation qui leur affronte, un affrontement, alors ce sont des personnes qui aiment se recueillir entre eux et alors aller pour travailler plus ou moins entre autres à l'intérieur. Donc, leur force, c'est le fait qu'ils ont
ils ont des très bons caractères, des caractères qui pensent avec le cœur et ils aiment beaucoup travailler très bien. Mais un de leurs problèmes, c'est quand on regarde, par exemple, aux critiques. Donc, ils prennent les critiques complètement à cœur. Et alors, quand ils ont une critique qui vient à cœur, ça devient difficile pour eux. Donc, c'est un peu comme si quand il y a une critique ou quoi que ce soit, quand ils sont en train de travailler dans un projet, alors ils réagissent par rapport à ça. Alors, ils Ouais, sont une pas personnellement et sensibilité. pas à Une l'extérieur. sensibilité. Parce qu'ils sont vraiment des personnes, comme j'ai expliqué, qui sont loyales, sont des personnes qui sont vraiment, ils ont la ténacité. Alors, ils travaillent avec le cœur. Donc, quand un cancer se lance, donc quelque part, il se lance à 100% en même temps. Mais il y a un des côtés qui est le cancer, il travaille très fortement et il est très fort et tout. Mais de l'autre côté, c'est que le cancer aussi peut être pessimistique. Donc, il a peur de ce qui peut se passer parce qu'il a peur de comment. Il peut aussi avoir des suspicions parce qu'il a peur de ce qui peut arriver, de ce qui est caché. Parce que lui, il aime avoir toutes les informations qui viennent vers lui. Alors, ça, c'est vraiment dans le sens global, mais bien sûr, il y a les variations et il y a aussi beaucoup d'autres choses que, bien sûr, je n'ai pas le temps de vraiment me lancer à l'intérieur. Ça, c'est juste pour parler par rapport au caractère de cancer. Donc, le cancer, c'est une personne qui a des intuitions fortes aussi, mais en même temps, comme il peut être pessimistique ou suspicieux, donc il peut avoir la peur. Il peut aussi avoir des insécurités dans le sens où il ne sait pas comment s'auto-valoriser. Par contre, c'est une personne qui est vraiment sympathique aussi et persuasif. Donc, vraiment persuasif parce que quand il fait quelque chose, il le fait à 100%. OK. Et comment alors on peut le canaliser par rapport à sa sensibilité alors? La sensibilité du cancer dans ces cas, qui n'est seulement pas du cancer, mais pratiquement de beaucoup de signes aussi, déjà les mots utilisés portent à une confusion. Ce n'est pas sa sensibilité. La sensibilité du cancer dit au fait qu'il a manqué les passages initiatiques pour, disons, les passages pour sortir de l'émotionnalité. Cette émotionnalité, maintenant, c'est ce qui caractérise tous les côtés négatifs de tous les signes. C'est-à-dire, les signes, comment il doit sortir de cela, il doit travailler, en premier lieu, comprendre la nature, pas de ses émotions, mais des émotions en général. Prendre de la distance par rapport à l'émotivité et rechercher plutôt, marcher vers la paix intérieure. Et la paix intérieure est représentée par Aoussa. Il faut comprendre, il faut étudier les lois de l'esprit, les 11 lois de l'esprit. Et la première, c'est la loi des Amen. Les Amen, comme je dis, c'est la paix intérieure. La paix intérieure garantie, nous devons réaliser que ce que nous faisons ici, ce n'est que garantir la qualité de notre force de vie. Nous devons conserver notre force de vie à toutes les manières. C'est la chose la plus chère parce que c'est à travers c'est grâce à la force de vie que nous pouvons obtenir ce que nous voulons. C'est grâce à la force de vie que nous sortons de l'esclavagisme. Ce n'est pas grâce aux luttes politiques, au soulèvement populaire, non. Quand un peuple est abattu, c'est parce que ce qui a été abattu réellement, c'est sa force vitale. Aussi longtemps que la force vitale de ce peuple, de cette nation, de cette personne est basse, il ne va passer que de maître en maître. Il ne pourra pas se libérer. Telles sont les conditions de l'existence dans les domaines dans lesquels nous existons. C'est-à-dire, il faut avant tout s'élever au-delà de ces émotions. Comment cela est fait? En premier lieu, il faut comprendre c'est quoi les émotions. Une fois qu'on a compris les émotions, maintenant, il y a une démarche, non celui de se débarrasser des émotions, mais la démarche est celui de rechercher sa paix intérieure. L'équilibre intérieur, c'est notre garantie maximale pour tout. C'est ce qu'il faut faire comme travail. Comment on trouve notre paix? On n'a pas encore dit ça. On est c'est comme on a dit avec la joie et la paix, non? Oui. C'est-à-dire, la paix passe à travers la compréhension. La compréhension, en fait, rien ne se passe. Pourquoi on a peur? Généralement, on a peur pour rien. Ouais, c'est comme un nuage. Il n'y a rien à l'intérieur. Ouais, il n'y a absolument rien. Mais cette peur-là, quand on a peur, on doit réaliser qu'on est contaminé. C'est-à-dire, il y a
ce qu'on appelle possession psychique à l'intérieur de nous. Il y a une présence de quelque chose qui, c'est pas nous c'est pas nous qui avons peur, mais c'est les parasites qui ont peur. Parce qu'il a peur que nous marchons vers la connaissance. Quand nous marchons vers la connaissance, nous allons rétablir notre raison. Et quand nous avons rétabli notre raison, lui doit partir. Ouais. Alors, avant tout, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui avons peur. Ce n'est pas nous qui sommes jaloux. Parce que c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est le refus de reconnaître l'unité. C'est le refus de connaître moi et toi, nous sommes un. Donc, je dois trouver un paramètre de division et ça s'exprime à travers la jalousie. Qui est jaloux? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui es jaloux. Il est jaloux parce qu'en réalité, tous les émotions se retournent toujours vers la paire. Les jaloux à paire, les furieux à paire, celui qui est effrayé à peur, et tous ont peur. La paire, c'est la dénomination générale. Et comment nous marchons vers cela? En réalisant en première lieu que ce n'est pas nous qui avons peur. Ce n'est pas nous qui sommes furieux. C'est quelque chose qui est en nous. Et cette chose ne doit pas avoir le contrôle. Et donc, quand nous sommes dans cette tension, parce que toute émotion fonctionne avec une forme de contraction musculaire. Quand la contraction musculaire disons, se développe avec une transformation de la respiration. La respiration devient courte. OK? Et ça, c'est l'émotion monte. C'est-à-dire, c'est une anomalie. Alors, comment nous combattons cela? Bien entendu, quand l'émotion s'est déjà présentée, il a pris le départ, c'est trop tard. Alors, maintenant, pour répondre à la question, comment on combat cela? Dans l'académie, nous l'étudions dans le chapitre 7, la maison des êtres héros, la maison de la volonté, à travers une forme de visualisation. Là, par exemple, l'exercice serait, par exemple, de prendre un cahier, un papier et un bic, un stylo, d'écrire les majeures scènes qui nous effrayent. Par exemple, je suis effrayé quand je vois ceci, je suis effrayé quand je vois cela. On fait une liste des choses qui nous effrayent. Maintenant, nous allons nous servir de notre arme les plus puissantes. C'est la visualisation. Nous allons nous asseoir, nous allons être relaxés, mettre une musique calmante et nous allons visualiser en première lieu avec les yeux ouverts comment généralement nous réagissons, par exemple, quand on est devant un chien. Ou disons quand on a insulté, ou disons quand on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Nous allons voir comment nous réagissons normalement. Nous allons prendre note que cela n'est pas bon, que cela détruit notre énergie vitale, compromet à notre santé et fait que nous ne réaliserons pas ce que nous sommes en train de chercher. Et nous les réaliserons avec beaucoup d'énergie. C'est-à-dire nous allons travailler beaucoup pour récolter très peu. Une fois que nous avons fait cela, nous avons éloigné les parasites de nous. Maintenant, nous allons aller en méditation, nous allons fermer nos yeux, nous allons revoir la scène que nous avons vue avant, par exemple, quand on ne sait rien, et nous allons nous voir réjouir de cette scène, ne pas trembloter, ne pas avoir peur. Ou si nous avons peur des chiens, nous allons nous visualiser marcher dans un parc plein de chiens, et les chiens sont autour de nous, mais avec la différence qu'on n'a pas peur. Quand on a peur de se retrouver sans un rond, nous allons nous visualiser avec sans un rond dans la poche, en train de marcher tranquillement dans le parc. Nous allons exprimer, parce que c'est là que se trouve notre puissance. Notre puissance se trouve sur le plan mental. C'est là que nous sommes en mesure de créer. Nous allons créer cette sensation de bien-être, de réjouissance. Maintenant, nous allons la répéter. Plus nous la répétons, et tout ça, nous savons que notre cerveau fonctionne par substitution. Qu'est-ce que là je vais dire? Si vous avez passé une très sale journée, il suffit en fin de soirée de se retrouver parmi les gens qu'on aime, qu'on nous raconte une très belle histoire, et bien le cerveau remplace tout ce qui allait mal de la journée par cela.
Quand on a écrit un film qui nous a effrayés avant d'aller dormir, il suffit juste de se raconter une histoire ou de voir un autre film pour que le cerveau remplace. C'est-à-dire, pourquoi on a peur d'un serpent ou on a effrayé toute chose, c'est parce que cette idée-là est récurrente, redondante dans notre sphère des mentales. Maintenant, une fois maintenant, à travers la visualisation, on l'a remplacé. Et il faut savoir que pour obtenir un résultat, il faut l'avoir répété pendant 21 jours. Quand on a répété l'information, et ça, c'est par rapport à la neuroscience, pour changer un comportement avec la technique de la visualisation, il faut y avoir travaillé pendant 21 jours. C'est-à-dire, quand on a travaillé sur la paire des chiens, pendant 21 jours, chaque fois, pendant 21 jours, chaque jour, on se voit avec des chiens autour de soi. Après 21 jours, cette paire-là n'existait plus. Et vous avez combattu cela. Cette émotion n'existait plus. Vous l'avez remplacée avec la paix intérieure. Dua Netcher. Ok. Ça, c'est un bon remède à tester. Donc, alors, je pense que pour maintenant aller dans la dernière phase, ce qu'on va commencer à faire, c'est de donner quelques exemples de projections ou de phrases de parole qu'on peut utiliser pour avoir l'aspiration et voir comment on peut se développer. Et je pense que comme on est avec un cancer ici chez nous, et je pense que la chose la plus importante, c'est que avant, on essayait, quand j'étais plus jeune, j'essayais de lire les horoscopes et de voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, à un moment donné, j'ai arrêté de les lire et puis je me suis dit, je vais juste me lancer à faire ce qui est naturel à moi et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et ce que j'ai réalisé, c'est que sans pour autant le savoir, mon comportement était similaire à beaucoup de Scorpios que je connaissais. Et aussi, des fois, c'était aussi vraiment contraire, mais à l'extrême. Mais quand même, il y avait des points de similarité toutefois. Donc, c'est un peu pour dire que même si je n'essayais pas, je ne me forçais pas, mais en même temps, j'étais quand même en train de montrer un caractère qui était vraiment très Scorpio, plus ou moins, sans pourtant le savoir. Et je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est le ressenti aussi. Parce que quand on est né sous la période, c'est un peu comme de l'eau. En fait, quand on a une grosse moue, on a une grosse lune, je veux dire, alors on a la montée des eaux. Et comme la lune, elle n'est pas, donc on a la baissée des eaux. Donc, c'est vraiment un principe qui est naturel, qui est chimique. Et c'est comme ça que la meilleure personne pour nous parler du cancer, c'est bien sûr un cancer. Donc, avec ça, comme tu es là, et on va essayer de voir comment on peut faire pour commencer à travailler sur les aspirations. Ok. Ouais, Dua Netcher, voyons, essayons pour aider aussi ceux qui sont du cancer, qui vont nous suivre, et ceux qui sont en train de nous suivre. Passons à une passe pratique, parce qu'une des choses les plus difficiles que j'ai trouvé à réaliser, quand j'ai demandé aux gens de travailler, par exemple, écris ce que tu voudrais. En fait, les langages occidentaux, les français, l'anglais sont des langues tellement pauvres, qu'on a beaucoup de mots vides, beaucoup de phrases. Vous trouvez des gens qui parlent du matin au soir pour ne rien dire. Pourquoi je dis cela? Parce que la langue n'est pas académique, la langue est traditionnelle, la langue est culturelle. Une langue académique est une langue vide qui ne veut absolument rien dire. La langue est culturelle parce qu'il naît des circonstances, il naît des images. Et quand on parle, on dit des paroles de pouvoir, on parle des paroles associées à des images. Il est important, il est fondamental quand dans notre travail de dissémination, nous utilisons des paroles appropriées, des paroles qui suscitent des images bien claires. Pas des images, pas des paroles comme rocambolesques, fantasmagoriques, qui absolument, à part une valeur sémantique complètement bibliographique ou des dictionnaires intellectuels, du point de vue graphique, non, absolument rien. Ça, c'est une parole faible, c'est une parole morte, c'est une parole qui n'a pas de pouvoir. Donc, il est important de formuler des phrases de pouvoir. Et les phrases de pouvoir sont des phrases qui suscitent, qui rappellent des images. Je crois qu'aussi notre grosse difficulté doit être dans le langage que nous avons juste emprunté pour parler et qui n'est pas notre propre langage d'origine, où la représentation de mots était déjà quelque chose de vécu, de directement, quelque chose qu'on connaît. Quand on parle, par exemple, on dit un couteau, ben, tu le vois directement. Qu'est-ce que tes parents appelaient couteau? Quand on dit statue, tu vois bien qu'est-ce qu'ils appelaient statue. Mais vraiment, dans le langage de Kikongo ou chez moi en Kiyaka, ben, je vois, quand on parle d'un mot,
et que c'est un mot qui a été, que j'ai entendu de la bouche de mes parents. Et quand on m'a montré la chose, maintenant, si je dois dire que je veux cette chose-là, ben, je sais voir ça. Par contre, le truc en français, c'est ça, les mots sont là, on les a enregistrés ou retenus comme ça, mais on n'a pas l'équivalent en image facilement, quoi. Absolument. Ça, c'est ça la raison de l'esclavagisme. Pourquoi, même quand on est en Europe, même pourquoi vous allez travailler ensemble avec les Blancs réussissent mieux que les Noirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un langage qu'ils maîtrisent. Moi, je me souviens très bien quand j'arrive à l'université en Italie, il y a des mots très simples que les autres comprenaient par leur nature, que moi, j'étais obligé d'aller chercher à le dictionnaire parce que ces mots ne signifiaient absolument rien pour nous. Parce que durant l'esclavage, nous avons réussi un français des commandes, un français des dictionnaires. C'était une langue qui nous avons appris juste pour complètement respecter les commandes coloniales. Mais nous n'avons pas une compréhension culturelle du mot. C'est ce qui crée un pont. C'est ce qui crée un pont. C'est pourquoi quand un Français parle, il sait de quoi il parle. Quand un Noir, un étranger non français parle du français, il dit juste des mots. Il n'a pas une compréhension culturelle. Et c'est là déjà l'aimer hors d'une grande faculté de possibilité de la réalisation. C'est pourquoi la vie d'un étranger, regardez par exemple, vous verrez les Arabes, les Pakistanais, ils ont une forme de prospérité qu'ils manifestent autour d'eux parce qu'ils passent toujours avec une démarche linguistique très importante pour lesquelles on sait fixer les choses. Par contre, on ne sait pas fixer les choses. Et quand je dis cela, je suis en train de parler de nous tous. Quand nous sommes en train de parler une langue étrangère, notre force est diminuée parce que notre capacité de visualiser ces mots s'arrête à la conception du dictionnaire, s'arrête à une conception académique. Nous n'avons pas accès à la conception littéraire. Or, le pouvoir de la manifestation passe à travers, nous devons la cultiver. Ces pouvoirs, j'ai expliqué ici une manière de cultiver quelque chose et vous vous rendez compte, donc on a besoin d'une culture pour pouvoir faire cela. Et ça, c'est une autre condition importante, une condition fondamentale du travail que nous sommes en train de faire. Par exemple, il y a, pour ne pas dire sinon on va me mettre à omir, dire écoute, ça veut dire que je dois apprendre le Kikongo, les Lingala, les Bambara, les Swahili, maintenant que je parle français. Non, il faut toujours penser à des solutions. Par exemple, il faut pouvoir mettre des mots, utiliser des mots, comme le font par exemple les Nigériens avec l'anglais. Ils ont les pidgin, c'est-à-dire un anglais dans lequel ils ont inséré des mots qui sont les leurs, au point de créer une langue intermédiaire. C'est-à-dire, il faut toujours, même si on parle l'anglais, y apporter des mots qui ont une certaine révalence. Je sais quand je dis « je vais », je sais ce que ça signifie, mais quand on désigne des choses, on doit pouvoir y mettre des mots qui sont de la propre culture, qui concèdent une image claire et précise. Tel est le secret de la prospérité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le monde noir a été preclus de la prospérité. La prospérité, nous la regardons à travers les yeux des autres. Et tout ce que nous faisons, c'est essayer de les imiter. Et une copie n'est jamais l'original, même si elle semble plus beau. Jamais. Okay. Donc, pour un cancer, quand moi je vais dire l'univers prend soin de moi, je le visualise comment? On parle des mots déjà et comment on visualise. Imagine, tu dis l'univers prend soin de moi et tu te rends compte qu'il y a un problème. S'il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire soin? Hein? Ça signifie quoi soin? Soin. Soin. Ça signifie quoi soin? Prends soin. Quoi l'univers? Culturellement, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. L'image ne serait pas claire. Ouais. Maintenant, et c'est quelque chose qui est très culturellement accepté du point de vue du monde noir. Généralement, dans le monde noir, les gens ont tendance à invoquer les créateurs. Par exemple, que Dieu nous aide. Par exemple, quand on dit que les ancêtres me viennent en aide. Ouais. Nous sommes en train d'invoquer quelque chose. Quand on dit ancêtre, on a une image de ce qu'on est en train de dire.
Mhm. Quand on dit venir en aide, on a une image très claire de ce qu'on est en train de dire. Et là, maintenant, on a une phrase beaucoup plus puissante que l'univers prend soin de moi. Que l'univers prenne soin de moi ou de nous, c'est une phrase poétiquement beau. Il a une valeur, un lexique ou une valeur grammaticale puissant dans la déclamation grammaticale. Mais du point de vue de l'énergie, c'est une phrase vide, même pour les blancs eux-mêmes. Mhm. Il y a un autre point que je voulais aussi poser. Donc, c'est comme on dit qu'ils puissent venir à mon aide. Est-ce qu'on doit penser à la situation qu'on veut avoir de l'aide ou on doit juste avoir un sens vague de l'aide, par exemple? Parce que c'est vrai que quand je dis, par exemple, que l'univers vient à mon aide, alors je me demande si l'univers était une personne, il va te demander qu'est-ce que tu veux comme aide. Donc, est-ce qu'on doit aller dans cette démarche-là ou encore on doit juste dire que l'univers vient à mon aide, peu importe la situation? Oui, c'est très important. Quand tu as dit l'univers vient à mon aide, quand tu as parlé d'aide, tu es en train de souligner un élément très important, que tu es dans un problème. Et le problème va être manifesté. Mais par exemple, il y a une expression lingala qui dit Nzambe Yayebi. Hein? Dans la langue mongo, quand on dit on salue quelqu'un, on dit bonjour, hein? La réponse est toujours Nzambe Le Aleki, c'est-à-dire Dieu, le créateur, est au-dessus de tout. Ok? Là, on est en paix. Parce que quand on reconnaît que les créateurs ont au-dessus de tout, c'est-à-dire on n'a pas de raison de se déranger, on n'a pas de raison de s'inquiéter, on n'a pas de raison de ne pas dormir la nuit parce qu'on a créé des dettes, parce qu'on dit que le créateur prend soin de toutes choses. Cette réponse-là te met déjà en paix. Et là, on a une phrase culturellement très puissante qui, lui, nous apporte un résultat. Parce que quand on dit que le créateur, c'est tout, c'est-à-dire on reconnaît que tout ce qui est dans l'existence est juste. Il n'y a rien. L'image, c'est-à-dire l'image, on voit déjà l'image de son monde. On voit comment ce monde est créé. Là, nous avons affaire avec une image positive. Mais ça, ce sont des souhaits. Quand on est en train de travailler, c'est ce que nous sommes en l'assimilation, on doit être très spécifique. Comment formuler dans ce cas-là les choses? On parle de soi, on va dire, par exemple, je rayonne la paix, l'amour, j'attire le meilleur, je suis en bonne santé. Comment on fait comment on formule les choses? Alors, ce que je voulais aussi ajouter par rapport à l'expérience que j'ai eue hier, c'était que, au fait, je me suis rendu compte que quand j'écrivais ou quand je formulais mes aspirations avant, je cherchais d'abord des phrases qui étaient bonnes et des phrases qui étaient, je pourrais dire, entre guillemets, gentilles, et je mets être positive aussi. Mais hier, j'ai réalisé une chose, c'est qu'avant même de formuler la phrase, il faut d'abord commencer par, on peut dire le vœu. Par exemple, quand on parle de venir à mon aide, c'est comme si on peut dire qu'on veut être bien ou quelque chose comme ça. Alors maintenant, il faut fermer les yeux, par exemple, fermer les yeux et regarder. Quand on pense à ces sensations-là, quelle est la première image qu'on voit? Et par rapport à ce qu'on voit, on définit cette image-là après. Donc, c'est un peu pour dire que si on veut avoir de l'amour autour de soi, est-ce qu'on veut avoir de l'amour par rapport à ses professeurs, par rapport à ses enfants, par rapport à ses travailleurs, par rapport à son chef au travail ou par rapport à ses voisins? Donc, déjà, mais la chose qui est intéressante, c'est que la personne, quand tu dis que je veux avoir de l'amour, quand tu fermes les yeux, tu sais ce que tu veux intérieurement et cette image vient en toi intérieurement aussi. Mais Exactement. au fait, c'est plus clair de laisser l'image se créer et après, on décrit l'image. Au lieu d'avoir des mots qui sont les mots et chercher l'image. difficiles sans pour autant avoir une image, mais c'est on sait ce qu'on veut aller vers quelque chose, alors on regarde à quoi ça ressemble en nous. Et souvent, c'est un peu comme on dit les enfants. Automatiquement, des personnes qui ont des enfants, quand ils lisent un passage qui parle des enfants, ils pensent automatiquement à tous les visages de ces enfants apparaissent. Ou quand on parle, par exemple, que Marie, quand une femme lit une place qui dit Marie, moi, je vois mon mari. Notre femme va voir son mari, mais elle ne va pas voir la même personne. Maintenant, imaginons que la personne avait écrit qui parlait de son mari.
Alors, quand les autres femmes lisent le livre, ils ne visualisent pas le mari de la star ou de la personne qui a écrit, mais ils visualisent leur mari à eux. Et c'est vraiment ça c'est ça qui donne le pouvoir, parce qu'en comprenant ça, on comprend que oui, c'est vrai qu'on a besoin on a entre nous ce qu'on veut réaliser, mais c'est d'abord d'essayer de regarder à quoi ça ressemble. Et quand on voit à quoi ça ressemble, on change ça en parole. Ah, ok. Je rentre directement sur les mots, par exemple, je suis en bonne santé. Ça, c'est une chose positive parce qu'on peut se voir en bonne santé. On désire cette bonne santé. Mais quand on formule la phrase, on est en bonne santé, aussi on doit pouvoir être clair. On est en bonne santé, on doit se voir radiant, en joie, parce que la santé signifie beaucoup de choses. On doit être heureux. Être en bonne santé signifie aussi être heureux. On peut s'imaginer ça. Mais des phrases comme dans mon univers, tout est éblouissant n'ont pas beaucoup de valeur, n'ont pas beaucoup de valeur énergétique. Quand on veut, je veux que mon business, ma compagnie grandisse, on doit pouvoir, comme je disais hier, visualiser par exemple, vous êtes dans votre activité de commerçante et vous êtes dans une soirée, vous avez tout vendu. Et il y a encore des clients et visualisez-la avec beaucoup de force. Ça signifie quoi avec beaucoup de force? Vous devez faire l'effort avec la contraction des périnées que l'image devient nitide. Quand l'image devient nitide, et là, nous sommes à un niveau de biomécanique. La biomécanique nous dit quand l'image devient nitide, notre cœur se met à sécréter une hormone. Ça, c'est quelque chose que même les sciences, beaucoup de sciences ne sont pas encore arrivées. La science cognitive connaît ça depuis très longtemps. La joie, c'est une hormone physiologique qui est sécrétée par le cœur. Quand on visualise quelque chose très fortement, ok, la joie, comme je disais ici, est sécrétée comme hormone par le cœur. Cette hormone-là, qui est sécrétée par le corps, rentre dans le sang. Et ce sang est transporté partout dans notre corps. Et cela va renforcer notre cas. Et notre cas va aller comme une pluie, faire croire les images, ce que nous voulons réaliser. Pourquoi? Parce que la manifestation, nous devons savoir que nous n'avons pas besoin d'acheter des choses. Nous n'avons pas besoin d'argent pour acheter des choses. Nous pouvons manifester les choses parce que tout ce qui existe n'est qu'un refroidissement selon une certaine température psychique bien déterminée de l'énergie. C'est de l'énergie qui est... Or, l'énergie est libre. Elle est là partout. On en produit, toute chose produit de l'énergie. Et imaginons que nous achetons quelque chose, nous achetons avec des millions d'euros, quelque chose qui est produit avec quelque chose qui est très libre à tout le monde. L'énergie, on peut aujourd'hui, on fait payer pour l'électricité et pour l'eau, mais il n'y a aucune manière de faire acheter quelqu'un l'énergie, faire payer quelqu'un pour l'énergie parce qu'on en produit soi-même déjà. Et c'est la seule manière pour arrêter les personnes d'utiliser l'énergie dont ils sont eux-mêmes les producteurs, c'est les plonger dans l'ignorance. C'est les plonger dans l'ignorance. Et c'est ça les mécanismes. Quand nous comprenons cela, nous réalisons une liberté. Et donc, je dis, les formulations doivent être claires. Et cette clarté est renforcée par la contraction du périnée. Et la contraction du périnée va mettre en action, va faire que le cœur commence à sécréter la joie comme hormone. Cette joie-là, c'est l'essence, en fait, qui va vivifier notre énergie vitale. Et l'énergie vitale va procéder à la manifestation ou à la transformation de l'énergie à ce dont nous avons créé comme image, comme cela est fait à travers la machine photographique. Doua, mes chers. Alors, je pense que comme on est vraiment à la fin, et je pense qu'on aura bien sûr à partir chacun dans son chemin, avant de partir, j'aimerais qu'on puisse au moins créer 3 aspirations. Live, comme ça, on peut travailler avec plus tard. Mais déjà, si on crée 3 aspirations, ceux qui nous suivent pourront aussi créer quelques aspirations. Ça sera intéressant de voir s'il y aura quelques cancers qui vont créer les mêmes aspirations que Maman Palamo. Donc, si vous nous écoutez, que vous êtes des cancers, posez la vidéo, créez vos 3 aspirations
Et même si vous voulez, écrivez-les dans les commentaires de la vidéo, comme ça on peut en discuter plus tard. En même temps, comme ça, on pourra aussi embellir si vos aspirations suivent un peu. Mais en même temps, ce sera intéressant de voir si les aspirations seront similaires à ceux qu'on va créer ici ensemble. Alors, on te donne la parole encore, mon Palam. C'est quoi ton première aspiration? Allez, je viens d'arriver. Comment est-ce qu'on peut appeler? Qu'est-ce que je peux dire? À quoi j'aspire, c'est ça? Quand je ferme les yeux. Quand tu fermes les yeux, tu penses à... Quand je ferme les yeux, la première chose que j'aimerais que ça se concrétise, c'est de voir la femme noire redevenir la femme noire avec une identité qui est visuelle. Quand on la regarde, on sait voir que cette femme-ci est noire de la tête aux pieds. Ses cheveux, sa peau, sa façon d'être, qu'elle redevienne cette femme-là. Comme les femmes en 1980, elles étaient moins femmes noires. J'aimerais ça. J'aimerais que la génération qui va arriver sache prendre soin de leur aspect extérieur de manière saine. Et qu'on arrive à s'intéresser beaucoup plus à ce qui est plus important, plus constructif que être dans les choses beaucoup plus banales, dans les choses qui n'ont pas trop d'apport pour la communauté et pour l'humanité entière. C'est un peu plus gros ce que j'ai dit. Et puis, au plus petit, sur le plan de choses qui peuvent vraiment se matérialiser, j'aimerais vraiment qu'on arrive à apporter l'information auprès de personnes qui sont dans le besoin, qui cherchent encore comment prendre soin de leur peau et de leurs cheveux, que ces personnes aient l'information de la solution qui existe déjà et qui est le produit Mbikudi. Voilà, ça c'est une visualisation forte. Très bonne visualisation. Dans un premier lieu, une rectification au sujet de l'extérieur. L'extérieur est une preuve de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous avons été détruits de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. Avant même que notre extérieur soit transformé, notre intérieur avait déjà été complètement bousillé. On voulait manger comme les Européens, on voulait réfléchir comme les Européens. C'est là où que ça a commencé les mal. Mais dans l'exercice que tu fais, il y a quelque chose de très important, c'est celui de la visualisation. Et bien que tu lances un thème qui est complexe, la visualisation pourtant est très claire. Pourquoi? Parce que nous avons une photographie mentale de comment était cette époque-là que nous voulons revenir. Maintenant, par exemple, visualise-toi de cette manière. Visualise tes enfants de cette manière. Visualise ton encourage, vivre de cette manière, utilisant l'action du périnée, l'augmentation l'augmentation de la force vitale, eh bien, tu as l'image. Maintenant, si tu les fais régulièrement, il y a cette énergie en toi qui va devenir contagieuse et qui va te rendre compte, sans même l'avoir dit à personne. Les gens autour de toi vont être contaminés par cette pratique, eh bien, tu vas te retrouver comme ça avec des gens qui commencent à penser comme toi très facilement. Parce qu'ils ne vont pas s'en rendre compte. Ils vont se dire, bon, ça va venir une idée. Ils ne vont pas se rendre compte tout simplement du fait que l'énergie que tu as créée en toi, cette forte visualisation qui a créée en toi, les a transportés. Parce qu'on ne peut changer que son monde. On ne peut pas changer le monde des autres. On ne peut pas changer les autres. Si on peut les faire, mais en changeant soi-même. Parce que le monde autour de soi, c'est son propre monde. Et si on fait l'effort de changer le monde en dehors, on échoue. Mais si on les change de l'intérieur de nous, en changeant notre projection mentale, en changeant notre espace mental, eh bien, on change ce monde. Et pour ce qui est par contre du... Le deuxième, c'était qu'on arrive à apporter des informations aux personnes. Oui, encore là, très important, visualisation. Un travail très profond de visualisation pendant 21 jours où on voit des enfants
imagine par exemple être dans une grande salle avec par exemple, imagine même quelque chose d'encore plus grand. Imagine que tu es dans les Bercy. Au lieu de la musique, dans les Bercy, les stades est plein à craquer des gens qui sont venus t'écouter et tu parles et les gens sont contents. Les gens sont, tout le monde a un nouveau un tricot de Bicoudi et tout le monde écoute l'information. Tout le monde veut transformer. Imagine, c'est là pendant 21 jours avec la contraction du périnée, avec les renouvellements de l'énergie vitale et tu vas réaliser que cela devient une réalité. Et cela va contaminer les gens autour de toi et plus les gens vont faire ça et plus cette transformation va devenir une réalité devant nos yeux. Pas quelque chose dans 1000 ans, dans 50 000 ans ou dans les 20 prochaines générations. Non, tout de suite. Doit nature. Moi, je voulais ajouter aussi par rapport aux deux. Pour le premier, moi, ce que j'ai vu dans ma tête moi-même, c'est par exemple, en fait, j'ai utilisé toi, par exemple. Donc, je t'ai visualisé avec ton image que tu avais avant et l'image que tu es devenue. Parce que je me rappelle, on a eu une conversation en privé où les enfants ont parlé de comment, ils ont vu comment ton comportement et ta manière d'agir avaient complètement changé du moment où tu étais pas naturel, pas afro, et maintenant quand tes cheveux sont devenus naturels. Et c'est vraiment de voir la transformation que ça porte, et pas seulement en sens de transformation physique, mais aussi en sens de transformation par rapport à l'information et aussi par rapport donc vraiment à ce qu'on donne à la vie. Et même de te voir avec encore plus de transformation, avec les éléments que tu aimerais améliorer sur toi, que tu vois comme ça, et te voir en train de marcher avec des femmes qui se transforment en même temps. Donc, des femmes, par exemple, que tu connais, que tu côtoies dans ton environnement, qui sont en train de changer. Tu regardes beaucoup de femmes, par exemple, qui viennent avec des mèches et après, ils enlèvent ça ou des plantes, ils enlèvent ça, elles sont plus naturelles et petit à petit, elles sont contentes, elles commencent à apprendre. Et en plus, je trouve que les deux sont aussi vraiment très reliés. Par exemple, ce que j'allais dire, c'était que quand tu as commencé, tu avais dit qu'on arrive à apporter les informations aux personnes. Et je pense que c'est peut-être dire que j'apporte directement. Donc, c'est toi qui apportes les informations. Donc, tu peux te voir en train d'avoir beaucoup d'informations, en train de trouver plus d'informations, mais aussi en train de partager des informations, comme tu as dit, qu'elle a expliqué, comment il explique de voir avec une grande salle de personnes en train de partager des informations. Mais surtout de voir comment, en ayant les informations, qu'est-ce que les informations t'ont fait à toi, tu te sens libéré, tu te sens en joie, tu te sens en paix et tu partages cette paix avec les autres. Et les gens qui viennent, ils sont aussi en paix, ils sont en train de prendre des informations. Mais il y a la partie de toi qui te développe aussi, mais aussi la partie où tu partages ouvertement avec les gens vraiment qui te suivent. Et je pense que ça, c'est pour n'importe qui travaille dans n'importe quel domaine où ils ont des informations à apporter. Donc, c'est vraiment important de se voir en train de distribuer l'information de la meilleure manière qui est possible. Si c'est faire des vidéos, c'est aussi de voir, vraiment de regarder les vidéos qui arrivent à beaucoup de personnes en train de les voir, en train de les apprécier. Et surtout, c'est de visualiser aussi le changement que ces vidéos, que ce travail va donner aux personnes. Donc, vraiment de visualiser le changement et aussi de visualiser des personnes qui sont contentes, qui se transforment si on a la possibilité. On peut voir vraiment construire une image qui a plusieurs scènes. Alors, si une personne ne sait pas ou n'a jamais été dans un concert, comme il a donné l'exemple du Bercy, moi, j'ai jamais été, par exemple. Alors, comme j'ai jamais été, ce que je ferais, c'est soit j'allais regarder une vidéo où j'allais voir des images d'un concert ou aller voir des images où il y a beaucoup de personnes qui sont heureuses, qui sont ensemble dans une salle, quoi que ce soit. Et c'est comme ça que je vais créer cette image et je la développe. Donc, je ne copie pas l'image que j'ai vue, mais je transforme l'image avec les interactions. Parce qu'une autre chose qui est très importante, c'est l'interaction qu'on a pendant cette visualisation. C'est ça qui nous donne de la joie. Donc, c'est peut-être voir un enfant qui est heureux aussi, qui est content, qui réagit par rapport à ça. Donc, ça va vraiment créer une sorte de paix qui va créer aussi des émotions positives qui sont liées à cette aspiration, aussi à cette visualisation. Et c'est ça qui va maintenant faire que la visualisation sera d'abord facile, mais quand on termine la visualisation, parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai réalisé, c'est que on se sent en paix. Donc, vraiment, la paix, ça nous amène beaucoup de paix aussi dans la vie de chaque jour aussi. Donc,
Et c'est ça qui est aussi très fondamental, c'est d'être en paix et de se développer. Parce que comme on sait bien, chacun a son chemin et peut-être ce qu'on regarde ou ce qu'on veut avoir ne peut ou ne peut pas faire partie de notre chemin. Mais quand ce qu'on destine ou ce qu'on veut vraiment avancer vers incorpore de la joie, de la paix, et donc ça veut dire que peu importe ce qu'on fait ou peu importe le chemin qu'on va emprunter pour arriver là où on veut arriver, on va arriver avec de la paix et de la joie, et de la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est super. Ouais, Douane et Cher, une très bonne émission. Et j'allais finir à ajouter que pour Kepler, c'est-à-dire cancer, ils dirigé, c'est-à-dire Kepler, il y a une autre qualité, c'est-à-dire le Kepler est Nept Head. Nept Head signifie maîtresse de la maison. Les Head, c'est la maison. Nept, c'est la maîtresse. Nept, c'est la maîtresse de la maison, c'est celle qui connaît les territoires. C'est-à-dire que ça ici, nous avons une qualité en plus qui fait que les Kepler, pratiquement, c'est elle qui est dans le processus, dans la cuisine de la création du monde. Et donc, une très grande, ici je parle pas de qualité, mais je parle d'une très grande responsabilité. Et toute responsabilité est associée à un très grand pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir du Nebhead, c'est-à-dire la maîtresse du domaine. Ah, ok. Ah, d'accord. Wow. Avant de terminer comme on a soumis 3 aspirations aux personnes, je vous demande si on a une dernière aspiration ou on est arrivé à la fin. Je crois qu'on est à la fin. On arrive à la fin. Non, c'est super. On va digérer, c'est beaucoup de choses là. Tout il faut le digérer et voilà, je crois que c'était beaucoup déjà en une fois. Ça fait vraiment plaisir. Oui, franchement. Et je pense que même pour moi aussi, on continue d'apprendre et en parlant, j'ai pris aussi mes notes pour moi aussi. Et vraiment, c'était un point qui est très important. Donc, je remercie tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous écoutent aussi. Et merci de nous avoir rejoints. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à rejoindre l'Académie de la culture noire Keméti. On est content d'être là. Et encore, je souligne que l'Académie de la culture noire, elle est complètement gratuite. Et à l'intérieur, on a des thérapies aussi qui sont gratuites. Donc, on peut vraiment avoir un partage en même temps. Mais comme je dis, pour ceux qui veulent vraiment en profiter très bien, il faut bien se préparer et pour donner le 100% de soi. Et comme on a fait avec Maman Palam, vous avez vu, elle était préparée, elle était prête pour faire. Alors, on a eu une émission qui était vraiment complète. Donc, pour ceux qui veulent aussi venir pour qu'on puisse parler avec eux, c'est bien se préparer. Et on va disposer aussi de la liste de tous les signes. Donc, alors, comme on a déjà fait le concert qui est le Kipper, alors j'invite nos amis qui sont des béliers, qu'on appelle chez nous Amondra, les taureaux, le Hap, les gémeaux qui sont le Chou et Tefnout, les lions qui sont le Sekhmet, le signe de Vierge qui est Ast, la balance Ma'at, Scorpion c'était Serket, on n'a pas dit ça mais c'est Serket, on a le Sagittaire qui est Konsu, Capricorne Erisef, Verseau Api, les poissons At Mehet. Donc voilà, donc je vous invite tous à nous rejoindre, comme ça on peut parler et vraiment rendre ça il nous reste très donc personnel. 10 émissions. Donc, il nous reste 10 émissions pour conclure. Ouais. Mais on veut vraiment que ça puisse être personnel. Donc, venez nous joindre et on sera vraiment très content de parler avec vous tous. Douat, Amout, Palamou et à notre Sénat de nous avoir accompagnés dans cette extrapolation, dans ce développement, dans ce parcours initiatique, parce que l'initiation, c'est tout simplement apprendre. Ce n'est pas un mystère. Les gens qui font initiation des sables, non. L'initiation, c'est apprendre. Il n'y a pas de mystère. Quand quelqu'un vous parle de mystère, c'est ce qu'il ne connaît pas. Le mystère, c'est mystérieux, tout ce que l'on ne connaît pas. Quand on l'a connu, c'est du vécu. Et quand quelqu'un vous parle des choses mystérieuses, ça signifie qu'il ne sait pas de quoi il est en train de vous parler. Parce que tout est seulement science, tout est connaissance. C'est au nom de cette connaissance, de cette science, de cette fraternité, de cet amour que j'aimerais tourner vers le Créateur. Il dit,
Amasu empa emra sangsu. Amenra empa emra. Au kuaura manketipa erura.